Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de Nmap en profondeur où aujourd'hui on va se focus sur les scripts NSE. NSE qui signifie Nmap, pardon, pas Network, Nmap Scripting Engine, qui est en fait une sorte de moteur qui nous permet de créer nos propres scripts et d'en utiliser. Donc ici, je vous montre juste que j'avais fait un petit sondage pour vous demander quel serait le sujet de la prochaine vidéo. Soit Nmap en profondeur, soit au niveau de la library hijacking en Python. Alors, c'est le Nmap en profondeur qui a remporté de peu. Il y a eu 32 votes. Ça a beaucoup bougé parce qu'au début, c'était vraiment au niveau de Python qui était supérieur. Mais sur la fin, on peut voir que Nmap a récupéré. Et on est vraiment très proche. Donc, ça m'aurait bien posé problème. Ça aurait été drôle en même temps que ça arrive à 50-50. Mais donc là, aujourd'hui, je tourne la vidéo Nmap en profondeur. Et la prochaine qui sortira, ce sera sur la librairie hijacking en Python. En vrai, je pourrais faire ça de temps en temps. Quand j'ai deux potentiels sujets de vidéo et je sais pas laquelle faire en premier, vous demandez votre avis, ça peut être cool. Ça crée de l'interaction. Donc, assez parlé de ça, maintenant, paf, on va partir sur notre petit Nmap. Alors, si vous n'avez pas vu la première vidéo, la première partie, je vous invite à aller la voir quand même, parce que ça va parler vraiment de Nmap au niveau de l'utilisation de base, au niveau des commandes et des options qui nous permettent vraiment de faire des choses de base avec les différents types de scans, ce genre de choses. Donc, je vous invite à aller la voir. Bon, elle est un peu longue, j'espère que celle-ci prendra moins de temps, mais voilà, on verra bien comment ça se passe. Donc, script NSE, qu'est-ce que c'est? Ce sont, donc NSE comme j'ai dit, c'est Nmap Scripting Engine, c'est une sorte de moteur qui nous permet de créer et d'utiliser des scripts. Qu'est-ce qu'un script? En fait, c'est juste, alors moi je vais vous montrer, ça ressemble à quelque chose comme ça. On va voir qu'ensuite on va créer le nôtre. Mais voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est écrit en LUA, donc c'est un langage de programmation spécifique. Et ça nous permet en fait d'exécuter des choses supplémentaires, de faire des analyses un peu plus poussées que simplement un scan de port. Scan de port, ça nous permet uniquement de voir si un certain service tourne sur un port, si le service est présent ou pas, si le port est ouvert ou fermé. Et les scripts vont nous permettre d'énumérer un peu plus loin. C'est-à-dire que par exemple, on va pouvoir récupérer la version, on va pouvoir faire du brute force, on va pouvoir faire pas mal de choses, de l'identification supplémentaire. À savoir aussi qu'il précise bien que de base, Nmap, c'est pas un scanner de vulnérabilité. Lui, à la base, son but premier n'est pas de savoir s'il y a une vulnérabilité ou pas sur le port, c'est juste faire de l'énumération. Il y a d'autres outils qui permettent de faire ça. Normalement, pareil, le brute force, enfin Nmap n'est pas fait pour le brute force, mais il existe quand même des scripts. On va voir un exemple de script pour brute forcer du FTP, mais la chose là, quand même la plus optimisée, c'est d'utiliser un outil spécialement fait pour ça. Donc, par exemple, si on veut brute force du FTP, on pourra utiliser Hydra, ce genre d'outil. Pareil, il pourrait y avoir des vidéos par rapport à ça, ça peut être cool aussi. Mais on peut voir que déjà, il y a différentes différentes tâches. Donc là, on nous dit que Nmap est versatile, machin bidule. Donc il peut faire de la découverte au niveau du réseau, il peut faire de la détection de version un peu plus sophistiquée, il peut faire aussi de la détection de vulnérabilité, même si c'est pas son but premier. On peut voir que par exemple il y a un script qui s'appelle SSL Heartbleed, qui permet justement de chercher si la vulnérabilité Heartbleed est présente, détecter s'il y a des backdoors et faire de la détection au niveau des vulnérabilités, enfin de l'exploitation de vulnérabilité. Voilà. Donc, voici un exemple, donc on l'avait vu hein, au premier épisode, pour utiliser les scripts basiques de Nmap, utiliser certains scripts en fonction de l'énumération des ports qu'on avait fait, on utilise l'option "-sc". Donc là, on peut voir que sur le port 22, 111 et 139, Nmap a lancé un certain nombre de scripts de base. Ici, on peut voir qu'il a récupéré la clé d'hôte SSH, parce qu'on a fait le "-c" et qu'il avait vu que le port 22 était ouvert. Sur le 111, il a essayé de récupérer les informations par rapport au RPC, ok. Et il a essayé de faire du SMB Host Discovery, parce qu'il avait vu que le port 139 était ouvert. Il a réussi à récupérer ça, que c'est de l'Unix, que c'est la version de Sandbox qui tourne, machin milieu. Ok. Ça, c'est normalement, en gros, c'est ce qu'on avait vu principalement dans le premier épisode. Si on fait suivant, encore une fois, tous les liens seront dans la description. Normalement, vous pourrez aller directement sur la documentation. Sinon, vous allez sur Google, vous tapez Nmap NSE doc. Hop, Nmap NSE doc, et normalement, on devrait tomber directement dessus. Voilà, NSE doc référence. Alors, c'est pas tout à fait le même. Il y a différentes documentations. Voilà, pour plus d'informations, voir le chapitre, machin. Et en fait, c'est celui sur lequel on est actuellement. Donc, voilà.
Là, on va voir un peu plus dans le détail comment on l'utilise avec des exemples. Donc, on avait vu qu'on pouvait soit faire l'option "-sc". Alors moi, pendant toute la vidéo, j'ai setup en local un serveur FTP. Si je fais un FTP 127.0.0.1, donc je tente de me connecter en local sur un serveur FTP, on peut voir que effectivement il y en a bien un qui tourne. Je peux tenter route, ça ne fonctionne pas le bon mot de passe, mais en tout cas on sait qu'on en a un qui tourne. Du coup, si je fais un nmap 127.0.0.1, normalement voilà, on peut voir que bon, c'est un port par défaut qui est ouvert, RPC bind, on s'en fout un peu, mais on peut voir qu'on a bien le port 21 qui est ouvert. Si je lance le tiret petit s grand C pour lancer les scripts, je vais même préciser port 21 parce que sinon ça risque de scanner trop de trucs. Donc là on se focus uniquement sur port 21. On fait sur le 127.0.0.1, donc la machine actuelle, enfin le localhost, et on va dire ok, lance les scripts basiques que tu vas trouver par rapport au FTP. On le lance, alors, ça peut prendre un petit peu de temps, et là on peut voir qu'il n'a rien remonté parce qu'en fait tous les scripts liés à FTP qu'il a lancé n'ont pas été trouvés. Enfin, ils n'ont rien trouvé, ok. Donc ça c'est l'utilisation classique. Mais on peut également spécifier le "-script au lieu de "-sc". Qu'est-ce que va faire... Oups, attendez, je commence déjà à me tromper dans les trucs. Que va faire le "-script"? En fait, alors on va le mettre tout à la fin, ce sera plus simple pour modifier après. Si on lance directement le "-script", qu'est-ce qu'il va nous dire? Il nous dit que en fait, script, il a besoin d'un argument. Ok. Donc en fait, script, ça va nous permettre de spécifier quel est le script qu'on va vouloir lancer. Là, il nous explique qu'il y a différentes catégories de scripts. Il y a auth. Là, il nous explique un petit peu la définition de quelle catégorie, à quoi ça sert. Donc là, ils nous disent qu'en fait, les scripts de type auth, ils s'occupent de s'authentifier avec des credentials, ou bien les bypasser. Par exemple, ça inclut FTP Anon. Ah, là, il y a un truc FTP, donc ok. Là, c'est broadcast, donc là, c'est des scripts qui sont généralement utilisés pour découvrir des hôtes. Là, brut, c'est pour faire des attaques par brute force. Default, c'est par défaut. C'est-à-dire que quand on fait un SC, tous les scripts qui seront catégorisés comme default se lanceront automatiquement avec le "-sc". Enfin, quand on fait un "-sc". Donc ça, c'est pratique. Et on peut voir que, également, il y a un argument, "-script égale default". En fait, si là, au lieu de faire mon petit s grand C, si je fais "-script est égal à default", c'est exactement la même que en fait si je faisais le petit s grand C. On va voir, bon normalement il n'y aura pas plus de résultats parce que FTP il va rien trouver plus, voilà. Mais on peut voir que en gros ça fait exactement la même chose. Donc le petit s grand C, ça lance les scripts par défaut. On a également d'autres choses, voilà, une script discovery, d'autres, voilà. Donc là c'est vraiment les différentes catégories. Mais au lieu de spécifier des catégories, on pourrait spécifier un script en particulier qu'on aimerait exécuter. Pour savoir où se situent les scripts, donc là on descend, on verra ça ensuite. Si on veut voir où se situent les scripts, on va faire un locate de tout ce qui sur le système. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver où se situent les fichiers. Étoile, ça veut dire tout. .nse. Donc on veut chercher tous les fichiers qui se terminent par .nse, qui sont les fichiers de base de Nmap pour faire des scripts. On va chercher ça et on peut voir que il y en a beaucoup qui s'affichent et ils se situent tous dans le user share nmap script. Alors ça peut dépendre par rapport à votre installation, et principalement ça se trouvera ici. Donc on va faire un cd pour aller là-dedans. Et maintenant, si je fais un ls, on peut voir que j'ai tous les scripts NSE qui s'affichent. Si je veux si je veux récupérer tous les scripts par rapport à FTP, alors soit je peux faire un locate FTP étoile.nse. Là, apparemment, il ne trouve pas. Pourquoi, je ne sais pas. FTP. Non, il veut pas, ok. L'étoile ne fonctionne pas en plein milieu. Mais en tout cas, dedans, on pourrait faire un find également. Et ici, on peut voir qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 8 qui existent. Donc, le premier FTP Anon. Le deuxième FTP Bounce. Ou Bounce. FTP Brut. FTP... Bon, voilà. On peut voir que là, ça cherche, il y a une backdoor. Là, c'est essayer de récupérer des informations sur le système, j'imagine. Là également, s'il y a une autre backdoor. Et là, apparemment, c'est chercher si c'est vulnérable à une certaine CVE. Donc, on peut voir qu'il y a quand même certains scripts. Si on veut en lancer un en particulier, on a juste à récupérer son nom, justement.
Attendez, je vais me revenir dans le où j'étais avant. Et je vais faire un nmap-script, sauf que là, on a vu que, par exemple, j'aimerais lancer le FTP anon. Alors normalement, pas besoin de spécifier pardon, le point NSE, ça va le faire tout seul. Là, on dit, OK, sur le port 21, je veux que tu lances le script FTP anon. Et là, il n'a rien trouvé parce que j'imagine que par défaut, il le lance quand même. Vous pouvez regarder à quoi ça correspond. Si je veux lancer Sublime Text avec user share nmap script et qu'on va chercher le FTP anon, quand on regarde un petit peu plus dedans, hop, normalement, on a ouvert ça. Alors, je vais changer la couleur pour que ce soit plus simple, vu que c'est du LUA. On peut voir que le script fait à peu près 150 lignes et qu'il est composé de différentes choses. Donc ça, on verra ensuite par le suite. Alors, on va pas forcément rentrer vraiment dans les détails par rapport à ce script-là, mais quand on va créer notre propre script, on sera bien obligé de rentrer dans les détails. Mais on va quand même pouvoir voir en particulier ce qu'il y a dedans. Il y a quelque chose qui peut être intéressant ici, si on descend un petit peu, c'est ici les catégories. Vous voyez que catégorie, on retrouve haute, parce que Anonymous, ça tente de se connecter à quelque chose. On avait vu que ça tentait de manager les credentials. C'est safe. Donc là, on n'avait pas vu le script safe à quoi ça correspondait, enfin la catégorie safe. Mais si on va voir là, on peut dire que en fait, les scripts ne sont pas designés pour cracher les services ou utiliser beaucoup de bandes passantes sur le réseau, ce genre de choses. Donc on peut dire que le script, du coup, il est safe, d'où son nom. Et on peut voir qu'il a également la catégorie default. Catégorie default, on se rappelle, c'est ce qui est lancé par défaut quand on lance le petit s grand C. Donc si jamais le mode Anonymous était accessible sur le FTP, comme on a lancé le petit s grand C, il aurait dû être accessible. Là, on peut voir, on peut retester manuellement pour vérifier. Si je fais un FTP 127.0.0.1, que je tape Anonymous, et là je mets pas de mot de passe, je laisse blanc, faut voir qu'effectivement, j'arrive pas à me connecter, le mode anonyme n'est pas activé sur ce serveur FTP, sinon il nous l'aurait montré. Ok. Donc, par rapport à ça, on a vu qu'on pouvait lancer certains scripts. Lui, en l'occurrence, il n'a pas besoin d'avoir trop d'arguments, mais on pourrait également spécifier des arguments, on verra ça par la suite. Si on retourne sur notre documentation, les scripts NSE, les types, les phases, voilà. On peut voir qu'en fait, un script est composé peut-être de différents types. Alors avant c'était les catégories, mais maintenant c'est les types. Soit le script peut être de type pré-roule. Ça veut dire que en fait le script va s'exécuter avant la phase de scan de Nmap. C'est-à-dire qu'on va faire une action avant que Nmap commence à scanner l'autre. On va voir également, il y a également les scripts de type hôte, où là ça s'exécute durant la phase pendant la phase classique de scan, après que Nmap ait découvert l'hôte. Pour scanning, machin, voilà. Il y a le type service. Donc là, ça s'exécute en fonction d'un certain service qui est présent sur l'hôte. On peut voir que si jamais c'est de type service, ça correspond au port 80 et qu'il n'y a pas de port 80, alors le script ne se lancera pas. Et il y a les post-rule scripts, où là, ce sont des scripts qui vont s'exécuter après l'exécution finale de Nmap. Donc une fois qu'il a terminé tous ses scans, le post-rule script va s'exécuter. Là, on a vu qu'on pouvait lancer le "-c", donc classique, c'est le mode par défaut, c'est ce qu'on a dit juste avant. On pouvait soit exécuter le script avec un nom de fichier, avec une catégorie, ou on peut carrément uniquement spécifier un certain répertoire. Si on exécute ceci, hop, nmap script avec le, par exemple, /user share nmap script, je crois que c'est comme ça. Si j'exécute ça, paf, bah en fait ça va exécuter tous les scripts qui sont dedans, et du coup bah en fait tous ceux qui sont présents. On peut, comme il le précise, également utiliser une expression régulière comme une regex. Ça veut dire que je pourrais faire par exemple FTP étoile. Là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ça va exécuter tous les scripts qui commencent par FTP-. Donc on avait vu qu'il y en avait 8 je crois. Donc si je fais ça, ça va uniquement exécuter tous les scripts FTP-quelque chose, FTP-quelque chose. On peut le tenter. Alors je crois que des fois sur ZSH ça peut poser problème. Voilà, faut le mettre en chaîne de caractères, sinon il n'aime pas trop. Alors, on pourrait lancer le "-v aussi pour voir quels sont les scripts qui sont lancés. On peut faire ça. Si je fais le "-v, là on peut voir qu'il lance le NSE. Alors je ne sais pas si exactement il veut montrer tous les scripts qui ont été lancés ou pas, ou s'il faut utiliser un mode plus verbeux.
Donc là, le "-v", c'est le mode verbose, mais on pourrait mettre "-vv" pour que ce soit encore plus verbose, et "-3v", donc "vvv", pour que ce soit encore plus verbose et qu'il nous affiche encore plus d'informations. En l'occurrence, ça a l'air de prendre un petit peu de temps. Si je fais espace, on peut voir que le NSE est en train de se lancer, mais que il va falloir attendre encore une minute. Donc je peux laisser ça en tâche de fond, et on va revenir ici sur les arguments. Là, on nous dit donc que par défaut, Nmap va utiliser des chemins relatifs. Donc voilà, The Current Directory. Donc là, ils nous disent où est-ce que Nmap va chercher différents scripts. Donc ça va chercher dans qui est spécifié par le data-dir, soit une variable d'environnement qui s'appelle nmap-dir, soit dans le répertoire home de l'utilisateur courant .nmap, dans le appdata, donc ça c'est sûrement uniquement sur Windows, le répertoire qui contient l'exécutable nmap, ainsi de suite, et le répertoire courant. Ok. On peut également utiliser des arguments avec les scripts. Alors si je retourne ici, on peut voir que ouais, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu, donc on va arrêter ça là. Mais on peut voir que les scripts peuvent également être lancés avec des expressions régulières comme celle-ci. Maintenant, on va tenter d'utiliser pour vous montrer un petit peu, pour utiliser des arguments. Alors on peut faire également script help pour afficher l'aide par rapport à un script. Si on fait script-help et qu'on donne derrière filename ou une expression comme ça, si on lance ceci, qu'est-ce qui va se passer? Et ben en fait, on va nous donner l'aide par rapport à tout ce qui correspond au script qu'on a lancé. Donc là, script help, ftp étoile, étoile, tous les scripts qui commencent par ftp quelque chose, on va afficher l'information, l'aide par rapport à ça. Donc, par exemple, le premier, ftp anon, il nous redonne les catégories, il nous donne directement le lien par rapport à la documentation Nmap, si jamais il existe et qu'il n'a pas été créé par quelqu'un, et ça nous donne une petite description. Donc là, le ftp anon, ça vérifie si un serveur FTP autorise les connexions anonymes. Ok. Et on nous dit ensuite que si la connexion anonyme est autorisée, alors on récupère, donc on fait un ls, on récupère le listing du répertoire de la racine. Et on affiche, enfin, on met en évidence les fichiers qui peuvent être écrits. Ok. Là par exemple, le FTP bounce, ça vérifie si un FTP serveur, si un serveur FTP, pardon, autorise le scan de port en utilisant la méthode qu'on appelle FTP bounce. FTP brut, ainsi de suite, là ça va tenter de brute force un password par rapport à des FTP, enfin des serveurs FTP, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on l'a fait pour FTP, on pourrait faire pour all. Si je mets all ici, bah, ça va donner un script pour tout. Je pourrais préciser que par exemple FTP anon, là ça va m'afficher que celui qui correspond, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pourrais faire uniquement pour les defaults. Donc là, ça va m'afficher l'aide pour tous les scripts de catégorie qui sont en default, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez compris la chose. On peut faire quand même pas mal de choses. On peut également spécifier des arguments. Les arguments, donc si on retourne sur notre FTP anon, hop, si on retourne dessus l'aide, on va aller sur notre documentation Nmap. Là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ok. Donc on peut voir qu'à chaque fois, pour chaque script, si on va avoir la documentation officielle sur le site Nmap, on va aller dans nmap.org, nsedoc, script, ensuite on met le nom du script, .html, non pas .nse, mais si on a un script qui s'appelle par exemple http brute force, alors dessus on va pouvoir directement remplacer ça par exemple, http brute.html, alors lui je ne sais pas s'il existe, ok j'ai de la chance, il existe, mais vous voyez qu'en fait on peut facilement retrouver, si on connaît le nom du script, facilement aller sur la page correspondante. Là, il y a un lien donc, qui nous réexplique la catégorie. On se rappelle script type port rule. Là, si on remonte et qu'on cherche CTRL F port rule, alors là, il ne nous explique pas. Voilà, donc c'est de type service. Donc, and distinguish by containing a port rule function for designing which identity service. Voilà. Là, le port rule, c'est une autre fonction dans les scripts de type service qui permettent de décider en fonction de quel service est ouvert, on va exécuter tel ou tel script. Donc, ok, catégorie default, si on l'avait vu, ça si on veut le télécharger directement, ok.
On peut également voir, donc là ils nous mettent une autre ressource qui est liée au FTP Anon, qui est le FTP brut, pour brute force. Ça, on va en avoir besoin, donc on peut déjà l'ouvrir pour après. Et voilà, là on peut spécifier un argument. Donc là, il n'y a qu'un seul argument qu'on peut spécifier, c'est le max list, et qui correspond au nombre maximum de fichiers qu'on va pouvoir retourner quand on va faire du directory listing, uniquement, effectivement, si l'accès anonyme est activé. Et ils nous disent que par défaut, c'est 20. Ok. Comment on l'utilise? Ça, ils ne le mettent pas. Donc c'est. Et s'ils le mettent, use script arg machin to see all. Ok. Donc là, on va pas l'utiliser parce que ça ne sert à rien, mais on va voir un autre exemple avec le brute force juste après. Donc là, on pourrait le lancer de la façon suivante. Donc si on récupère cette ligne-là, max-1, là, on pourrait relancer notre script avec script égale ftp anon, et on pourrait rajouter derrière. Donc je veux lancer le script ftp anon, donc qui vérifie si il y a un accès anonyme sur mon serveur FTP, avec l'option ftp anon.maxlist égale -1. Alors, -1, ça veut dire affiche-moi tout. Par défaut, c'est 20. Donc si je le mets pas, ou si je mets 20, si j'enlève cette ligne, ou si je laisse 20, ça reste la même chose, parce que par défaut, c'est 20. Et je pourrais dire, par exemple, ok, je veux que si jamais la connexion anonyme est activée, que tu m'affiches uniquement les 5 fichiers, 5 premiers fichiers, lorsque tu fais un ls dessus. Voilà comment fonctionnent les scripts. Enfin, les arguments, on les ajoute, enfin, on les spécifie avec le flag-script args, et derrière l'argument. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que si on avait vu que je tente de me connecter sur mon FTP, l'anonymous, enfin, l'accès anonyme n'existe pas, donc c'est obligatoirement qu'il y a un login et un mot de passe. Et moi, j'aimerais bien me connecter parce que je suis en phase de pentest et il y a très certainement des choses intéressantes là-dedans. Du coup, je vais vouloir faire un brute force. Je pourrais tenter de lancer, donc script est égal à, on avait vu qu'il y en avait un FTP brut. Si on retourne sur la documentation officielle, c'est toujours port rule, ok, catégorie intrusive brute. Ok. On a vu que là, il n'y avait pas, dans la catégorie, il n'y avait pas le default. Ça veut dire que si je lance avec un -sc, par défaut, le brute force sur le FTP ne se lancera pas, parce que s'il n'est pas dans la catégorie default. Maintenant, si je lance est égal à FTP brut, ça fonctionne. Ça me dit que ça lance un brute force par rapport au serveur FTP. Ok. Ici, on a un peu plus d'arguments. On a 1, 2, 3 types d'arguments, même 4 types d'arguments possibles. On pourrait le lancer simplement comme ça, donc script FTP brut sur le port 21 de l'autre, et ça va tenter de faire une brute force. On peut lancer comme ça. Alors par défaut, effectivement, il utilise une user list et une password list par défaut, qui est déjà définie par défaut. On peut voir que ici, si on le lance de manière classique, il fait 500 guess par défaut, ok. Là, on pourrait voir la documentation pour avoir plus d'informations, ok. Bon, on n'a pas vraiment énormément d'informations. Alors, je ne vais pas vous mentir que on verra par la suite, quand on va vouloir créer notre script, la documentation pour créer son script est vraiment un peu cata. En fait, la seule façon de réussir à créer des scripts un peu complexes, c'est uniquement de regarder le code source et ce qui a déjà été fait. Parce qu'il n'y a pas vraiment de tuto sur internet en plus. En tout cas, je n'en ai pas trouvé de vraiment très pertinent pour faire un script complet. Donc c'est vraiment de l'analyse en regardant les scripts qui existent déjà et essayer de reproduire la chose. Donc là, ça va lancer un brut. Ça prend un peu de temps, mais normalement, il n'est pas censé trouver quelque chose parce que j'ai fait en sorte que le mot de passe soit un peu compliqué. Ok, donc on va devoir, nous, de notre côté, spécifier les arguments pour spécifier une warlist de username et de mot de passe. Ok. Ici, du coup, on avait vu qu'il y avait des arguments disponibles. FTP timeout, donc c'est pour spécifier le temps avant d'attendre, enfin, le temps avant que ce soit considéré comme non valide, une requête soit considérée comme non valide en timeout. Ça ne nous intéresse pas, on va laisser de côté. Threads, c'est pour essayer d'utiliser la base de données Nmap, nous, ça ne nous intéresse pas. Brut create file, tout ça, brut delay, machin, tout ça, ça ne nous intéresse pas non plus. Nous, on va se contenter de la librairie qui s'appelle unpwd unpwdb plutôt, qui en fait s'utilise pour le brute force. Je retourne dessus. Bon, ça a l'air de tourner un peu dans le vide. Et là, pas l'air de réussir à brute force quoi que ce soit.
Donc, si on va voir par rapport aux arguments là, on va voir que c'est une librairie qui est utilisée justement pour gérer les usernames et les passwords. Ok. Maintenant, on va pouvoir spécifier différents arguments par rapport au script. Donc, passwd, on regarde passwd, c'est le nom d'un fichier d'une base de données qui contient des mots de passe. Et ils nous disent que, ah, là, ok, par défaut, on va utiliser nslib data password.lst. Donc si je retourne dessus et que je vais annuler ça, si je fais un locate de ça, on peut voir que ça se situe là-dedans. Si je fais un cat, on peut voir qu'il y a un certain nombre de mots de passe. Pour savoir combien il y en a, on va faire un word count-l. Voilà, donc on peut voir que dedans, il y a 5000 lignes. Donc il y a 5000 mots de passe qui sont testés par défaut lorsqu'on ne spécifie pas de passe-db. Ok. Et ce qui va nous intéresser également, c'est le userdb qui est un fichier qui contient des usernames. Et également, par défaut, ils nous disent qu'ils utilisent le username.lst, donc c'est dans le même fichier. Si on va voir dans username.lst, il y a 10 usernames qu'on peut même les afficher. Puis, par défaut, le brute force FTP va tester les usernames suivants, paf, et il va tester par rapport à chaque username tous ces mots de passe suivants. Ok. Bon là, il va pas trouver grand chose, puisque moi j'ai fait en sorte d'avoir un truc un peu plus complexe, au niveau du mot de passe en tout cas. Donc on pourrait laisser la word list par défaut de username, mais on va créer la nôtre, on va spécifier les arguments par nous-mêmes. Donc, on va prendre depuis le début. Ici, hop, ls, si je fais un ls, j'ai créé, donc j'ai pris en avance une liste de username. Donc si je fais cat username, c'est un fichier texte classique qui contient root, admin et cros. Ok, donc là je considère, je vais tenter de faire un mot de force sur ces usernames là, je ne sais pas lequel existe, mais bon, j'ai fait un peu d'énumération avant et je me doute que l'un des trois va potentiellement réussir. Si j'affiche les mots de passe, on peut voir que, pareil, j'ai créé une liste de mots de passe un peu arbitrairement qui contient des mots de passe. Alors certains un peu plus présents habituellement que d'autres, genre root, secret, admin, tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 sont assez présents. On peut voir que celui-là, bon, il a pas de chance il a peu de chances de réussir, sauf si c'est un truc custom. Mais en tout cas, on va tenter, on a construit une word list comme ça. Ok. Maintenant, on relance notre nmap sur le 127.0.0.1, le port 21 et --script. On veut faire un brute force, donc je précise FTP brute, et on va spécifier des arguments par rapport à notre script. Donc script-args. Ok. L'argument qu'on veut spécifier, c'est userdb. Donc on va mettre userdb. On va mettre comme ça en chaîne de caractères, ce sera beaucoup plus simple. Donc userdb, c'est égal. Attendez, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, userdb est égal à /, donc le répertoire courant usernames.txt. Et on va également, donc on va séparer par une virgule, on va mettre le prochain argument. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me l'a enlevé? Ok, virgule. Et le prochain qu'on veut, c'est le passDB, passDB, qui est égal à répertoire courant passwords.txt. Ok. Donc là, on va tenter de brute force sur le FTP avec ceci. On lance le script et le brute force va se lancer. Ok. Si on veut regarder un petit peu plus à quoi correspond le script, on peut l'ouvrir dans un nouvel onglet et voir concrètement à quoi il ressemble. Moi, pour que ce soit beaucoup plus simple, je vais l'ouvrir directement avec File, Open File. Donc, on va ouvrir le FTP brut, qui est FTP brut qui est ici. On va l'ouvrir, on va remettre encore une fois en LUA. Voilà. Donc, ici, on peut voir que on a l'inclusion des différents plugins nécessaires, donc les différentes librairies. On a une petite description qu'on retrouve quand on fait le info. On a des exemples d'exécution. Là, on nous donne les arguments nécessaires. Ok, l'output, ok, comment l'utiliser. Donc là, c'est vraiment de la documentation. Et on nous donne l'auteur, la licence, les catégories, intrusive au port. Ok. Là, on avait vu port rule. Port rule, si vous vous souvenez dans la documentation, il nous expliquait qu'en fait, c'était exécuté par rapport à une fonction. Enfin, c'est une fonction qui était exécutée par rapport au service qui était détecté. Ici, on peut voir que en fait, port rule, ça va s'exécuter si jamais le port 21 qui est du FTP est présent. Ok. Ensuite, il y a driver, donc là c'est une classe et il fait plein de code pour tenter de brute force. À la fin, il se disconnecte
Et voilà. Bon, on va pas vraiment rentrer dans les détails parce que c'est pas le but ici. On verra ça vraiment un peu plus en détail quand on va créer le nôtre. Mais on peut voir un peu à quoi ça ressemble. Là, il y a une fonction de login, un user et un pass, et ça va tenter de se connecter. Voilà, bien. Ok. Si on retourne ici, ah, il a trouvé. Donc, au bout de 9 secondes, le script s'est terminé, et on peut voir que, effectivement, le script FTP brut s'est lancé, et qu'il a trouvé des valid credentials pour admin, pour le username admin, et le mot de passe secret, avec des 3 à la place des E. Donc, si je tente de me connecter sur mon FTP avec les credentials qu'il a trouvé, je vais mettre admin, S3CR3T, secret, et voilà. Login successful, j'ai réussi à me connecter. Alors dessus, normalement, il n'y a rien de vraiment très intéressant, voilà. Le répertoire par défaut, mais pourrait y avoir des choses un peu plus intéressantes, et en cas d'un test, eh ben, on devrait remonter cette vulnérabilité-là, parce qu'il y a des defaults, enfin, en tout cas, il y a des credentials qui sont assez facilement guessables, qui sont présents sur le système, et du coup, c'est une vulnérabilité. On a réussi, grâce en utilisant les options de brute force à spécifier ce qu'il nous fallait. Ici, on pourrait enlever celui-là parce qu'en fait, ça a pris juste de prendre un peu plus de temps, mais on avait vu que dans le script, enfin oui, dans les usernames par défaut qui sont utilisés avec le FTP brut, dedans il y a admin, donc il l'aurait également trouvé parce qu'on le retrouve ici. Donc ici, ça prendra juste plus de temps parce qu'il y a 10 usernames au lieu de 3, mais normalement c'est censé être quand même assez rapide. Donc voilà un petit peu comment on fait pour utiliser un script, comment on fait pour spécifier les bons arguments. Et cette fois-ci, alors j'attends juste que ça se termine, mais on va bientôt passer à la création de notre propre script. Voilà, donc il a trouvé le résultat. Ça a pris un peu plus de temps qu'avant, mais parce que forcément il y avait plus de username à tester. Mais cependant, donc là c'est des scripts qu'on pourrait lancer avec Nmap, mais je vous conseille quand même d'utiliser des outils qui sont prévus pour ça. Donc par exemple Hydra qui nous permet de faire totalement du brute force. Donc -F, ça on s'en fout. Je vais mettre par exemple 127.0.0.1 sur le port 21. Le username, on va pouvoir mettre username.txt, p c'est bien password.txt normalement. On va pouvoir lancer ça comme ça. Alors attendez, il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. Il faut que je précise plutôt le FTP. FTP, hop, comme ça, on lance. Normalement, on peut spécifier aussi le nombre de threads qu'on aimerait mettre. Ici, il ne les a pas trouvés. Ah, c'est dommage ça. L, oui, parce que j'ai mis un tiret petit L alors qu'il faut un tiret grand L. Bon, c'est pas un tuto Hydra, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais vous voyez, normalement, il y a des outils qui sont spécialisés pour ça. Là, on peut voir qu'effectivement, il l'a trouvé, et il l'a trouvé en un peu plus rapidement, un peu moins de temps que Nmap. Nmap, lui, il lui a fallu 26 secondes. Là, si je lance un time dessus, par exemple, si je le lance maintenant, le temps que ça s'initialise, voilà, one target. Alors là, il l'a pas retrouvé parce qu'effectivement, j'ai relancé le petit L, décidément. Hop, là, je l'arrête ici parce que normalement, j'aurais dû mettre le tiret F. Et on peut voir que 5 secondes, donc il l'a trouvé quand même beaucoup plus rapidement que Nmap. Donc voilà. Ok, maintenant, on va passer à la création de notre propre script. Alors avant de créer, je vais vous présenter un petit peu sur quoi on va travailler. Donc, sur quoi on va travailler, j'ai décidé de créer un script NSE. Alors, je ne vais pas vous mentir que j'ai assez galéré pour la création. Alors, la création de ce script-là, ça allait. Par contre, pour celui que je voulais faire, qui était du brute force, j'ai pas réussi parce que la documentation est inexistante. Il n'y a aucun tuto sur Internet. Si vous avez des ressources, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais en tout cas, pour le coup, j'ai pas réussi. Donc, normalement, il devait y avoir pour la vidéo 2 scripts. Il n'y en aura qu'un. Mais bon, on fait avec. Donc, pour le coup, j'ai décidé de me focus sur la détection de la version d'un service. Alors, Fog Project, qu'est-ce que c'est? C'est un site web, en fait, une sorte de CMS. Donc, si on va sur leur GitHub, Fog Project, on peut voir qu'en fait, c'est un site qui va nous permettre de nous connecter. Voilà, Open Source Computer Cleaning Management System. Donc, c'est une sorte de CMS un petit peu qui est présent. Donc, je l'ai installé sur une machine virtuelle. Donc c'est un CMS classique, on peut aller dessus 192.168.2.3. Hop, on peut voir que Fog Project, ok, je suis dessus. Je suis redirect, on peut voir que quand je vais sur
l'IP par défaut, donc le site web, je suis automatiquement redirect vers le fog management index.php. Et dessus, j'ai une page de login et j'ai également une version, donc la dernière version qui est la 1.15.10, qui est la version actuelle. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est la version. J'aimerais récupérer cette version-là en faisant un script NSE. C'est-à-dire que je vais faire mon Nmap classique, je veux que quand je fasse mon Nmap sur mon 192.168.2.3 par exemple -sc sur le port 80, je veux que quand je fasse ça, j'ai un script que j'ai écrit manuellement spécialisé pour Fog Project qui me retourne la version 1.5.10. Pour l'instant, quand je fais ça, si je lance le script de base par défaut, il nous dit juste que HTTP title il l'a pas trouvé et que en fait il y a une redirection vers management index.php. Ok. Bon, j'ai que ça comme info, ça m'intéresse pas. Si on tente de tirer SV pour la détection de version du HTTP, on peut voir qu'on va avoir des résultats, mais ce ne sera pas aussi pertinent que directement la version. Donc pour ce faire, on va devoir créer un script. Le problème que j'ai eu, c'est que ici, en fait, ça, c'est fait en fonction de l'Ajax. Et si on va voir dans le code source et qu'on fait un CTRL F, le 1.5.10 n'existe pas, il n'est pas présent. En fait, c'est quand on va accéder directement visuellement avec de l'Ajax, enfin, quand on va accéder visuellement sur la page, ensuite derrière, il y a un script JS, donc de l'Ajax, qui va se lancer et qui va récupérer la dernière version. C'est comment vous dire, c'est un bordel à faire, hein, même pas du tout possible avec Nmap. Du coup, j'ai créé un fichier qui s'appelle version.txt qui se trouve dans le fog management. Et si on va dessus, on peut voir qu'il y a marqué current version 1.5.10. Donc ce fichier-là, par défaut, n'existe pas quand on installe le fog project. C'est moi qui l'ai créé, mais c'était juste pour contrer le fait qu'on ne puisse pas accéder à ça. Vous voyez que là, à chaque fois, ça charge. Et du coup, c'est pas possible de récupérer cette version-là. Mais en fait, ça fonctionne exactement de la même façon. Si jamais là, c'était indiqué dans le code source, avec un CTRL U par exemple, eh ben, on aurait juste à faire une regex pour récupérer la latest version et ce serait revenu au même. Donc ici, en fait, quand je fais ça, quand on va directement dans le version.txt, on refait exactement la même chose. C'est juste code source et on va faire une regex pour récupérer ce terme-là. Donc ça revient exactement au même, j'ai juste fait une sorte de contre-mesure pour essayer de bypass le fait qu'on ne puisse pas récupérer ça. Mais pour, par exemple, du WordPress ou n'importe quel autre site, potentiellement, ça fonctionnerait également. Donc on sait que on a un script, ok, on veut récupérer la version qui est dans le /fog/management/version.txt. Ok. Donc maintenant, on va continuer Nmap, on va aller à la suite et on va utiliser là, Nmap, là, nous mettez les exemples. Ok, next, script format. Ok. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est plus l'utilisation des scripts, c'est vraiment la création. Donc, script format, ils nous disent que, en fait, ok, le format des scripts, donc les scripts NSE ont besoin de différents formats spécifiques, de différents champs pour qu'ils puissent fonctionner. Le premier, c'est une description, donc c'est une brève description sur ce que le script fait, ok. Ensuite, il y a la catégorie, donc il faut spécifier les catégories qu'on veut mettre. On avait vu que par exemple default, si on met en catégorie default, ça veut dire que quand on va faire un tiret petit s grand c, le script va se lancer. On peut spécifier l'auteur, on peut spécifier la licence, les dépendances. Voilà, si ça a besoin par exemple d'un autre script pour fonctionner. Et ensuite, on a besoin de règles. Donc en fait, il y a trois grosses parties, on va dire. La partie, tout ce qui est description, le header. La partie rule, donc c'est les règles. Quelles sont les règles nécessaires pour qu'un script soit exécuté? Et à la fin, on a les actions. Quelles sont les actions spécifiées quand une règle est trigger? Si on retourne sur le script, on peut voir que tous les scripts ont la même chose. Au début, on a une sorte de header qui est description. Donc, tout ça, toute cette partie-là, c'est le header. Ensuite, on a une partie for rule qui est en fait la règle, le trigger. Et ensuite, on a une action qui est l'exécution totale du code. Enfin, l'action, c'est plus ça, ok. Donc là, c'est une fonction qu'on appelle driver. Donc là, on a la for rule qui est le trigger. Et ensuite, là, on a l'action qui va appeler dedans le driver. Donc, ça fonctionne pareil avec le FTP. Au début, toute la première partie, hop, là, on peut dire que c'est le header, c'est la partie descriptive. Ensuite,
On a port rule, qui est qu'est-ce qui va être trigger. Donc là, ça va être trigger si jamais on a un FTP ou FTPS, donc sur le port 21 ou 990, et ou. Hein. Et ensuite, on a une fonction qui est créée, et la fonction, elle va être appelée dans l'action. Donc là, si on retourne ici dans list, si je fais un CTRL F pour voir où est-ce que list est appelé, list, on descend, et on peut voir que max list, alors attendez, c'est où? C'est encore en dessous, il y a pas mal de listes qui sont appelées, listing, je sais pas en fait, je vous dis peut-être des bêtises. Alors attendez, port, rule, list, ok c'est juste une fonction list qui est appelée, et on cherche par exemple ceci, voilà, list va être appelé ensuite dans la partie action, voir que action, ça fait tout ça, ça se termine là, et dedans on va appeler la fonction qu'on a définie avant, donc listing, ok. Moi, pour mon script, on peut voir que bon, je l'ai déjà créé et il contient également la même chose. Là, on a toute la partie. Alors, j'ai mis des commentaires pour que ce soit beaucoup plus lisible. J'ai mis les imports qui sont nécessaires. Là, c'est la partie header. Donc, potentiellement les metadata pour le script. Donc, une petite description. Identifier la version de Fod Project en utilisant un script NSE. La version est spécifiée dans le code source de l'index. Alors, il faudrait que je modifie source code of version.txt. Hop, voilà. Donc l'auteur, la catégorie, là on pourrait rajouter default si on veut, ça s'exécute avec les options par défaut. Ok. Ensuite on a la règle. Donc ici c'est quand est-ce que ça va être trigger. Et ensuite on a l'action qui va être exécutée quand on va trigger la chose. Ok. Donc on a vu pré-rule, host-rule, post-rule, ça c'est ce qui était spécifié avant. On avait vu au niveau des types de scripts différents. Donc ça va être exécuté par exemple, pré-rule, il est exécuté une seule fois avant que l'autre soit scanné. Ok. Phase. Host rule et port rule vont être exécutés après chaque host qui est exécuté, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on a l'action. Ensuite, c'est quelle est l'action qui va être exécutée une fois qu'on aura trigger une rule. Donc là, c'est les environnements variables, donc ça va pas être très important. Ok. Ensuite, le langage. Le langage, c'est en LUA. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le LUA, c'était mon cas juste avant que je balance comment ça s'appelle? Je crée le script. LUA, c'est un langage de scripting. Donc un peu comme du Python, un peu comme du Bash. Je ne vais pas vous mentir que j'avais jamais utilisé avant et bon, ça peut s'apprendre. Là, je ne vais pas vous mentir que j'ai également utilisé un petit peu de ChatGPT pour m'aider sur certaines choses. À ne pas non plus, vu qu'il n'y a aucune documentation sur internet, en vrai ChatGPT ça m'a été assez utile. Alors, il me balançait quelquefois des informations, enfin des mauvaises informations, mais notamment par exemple pour faire le match ici de la regex, demander de faire une regex en LUA pour récupérer qu'il y aura une version machin avec une version derrière. Bon, même si la regex n'est pas très compliquée, ça peut toujours être utile. Donc ne pas hésiter à aller voir de la documentation externe. Ici, si on continue encore, NSE Script, donc là, on peut voir que, effectivement, ouais, il n'y a pas beaucoup de documentation par rapport à ça. On nous renvoie vers le portail. Ici, il y a toutes les librairies nécessaires. Donc, si on retourne, moi, sur mon code, hop, on peut voir que, donc, HTTP, donc j'ai eu besoin d'utiliser HTTP. Si on cherche à quoi elle correspond, HTTP, on peut voir que, ok. Donc, ça implémente le protocole HTTP pour pouvoir l'utiliser dans les scripts Nmap, ok. Ensuite, on a Nmap, qui est en fait l'interface par défaut. En fait, c'est une sorte d'API avec laquelle on peut interagir pour utiliser des commandes Nmap. La commande string, donc string, hop, je sais plus où c'est. Ok, il est, voilà, même pas spécifié là-dedans, parfait. Et on a std NSE, qui est la librairie standard, je crois, pour NSE, voilà. Standard pour récupérer des fonctions standards de Nmap. Et ça nous permet en fait d'utiliser des fonctions au lieu de les réécrire manuellement, donc ça évite de réinventer là. Ok, maintenant qu'on a ça, donc petite description, ça on l'avait vu. La règle, si on va dans la règle, donc moi je veux que, en gros, l'action elle soit effectuée quand il y a un port spécifique, une règle par rapport au port. Donc là, je vais créer une règle, enfin une variable locale, qui s'appelle
port status. Donc en fait, port rule, ce sera le résultat de la fonction qui a été exécutée. Host et port, ce sont, on va dire, des variables globales de script NSE qui seront automatiquement fournies lorsqu'on va lancer Nmap. Donc host, ça correspond à l'hôte ou les hôtes qu'on va scanner, et port, ce sera automatiquement utilisé par Nmap pour nous fournir à la fonction tous les ports qui seront scannés. Ok. Donc là, je check le statut du port. Donc j'ai créé une variable locale qui s'appelle port status, et je vais utiliser une fonction qui s'appelle getPortState de Nmap. Si on cherche ça sur Internet, on peut aller par exemple sur, si on cherche ça Nmap NSE, on va se rendre directement sur la documentation de la librairie Nmap. Et si je fais un CTRL F dessus de getPortState, on peut voir que ici, ok, une documentation, ça nous permet de récupérer la table des ports pour un hôte spécifique. Je vais dessus, il nous montre un exemple d'utilisation, et nous dit que ça prend une table d'hôte et un port, enfin une table, enfin un port de, ou une table de port, et ça nous retourne un état par rapport à un port spécifique. Donc quand il parle de table, en fait c'est une sorte de tableau, c'est spécifié comme ça entre, c'est une clé valeur, plusieurs clés valeurs, spécifiées entre accolades. Donc ici, si on retourne dessus, on peut voir que effectivement, je récupère le statut en passant l'hôte. Donc ici, il passe IP 127.0.0.1, mais moi, c'est dynamique, donc c'est par rapport à ce que je passe au niveau du paramètre de fonction. Et je lui donne les ports qui doivent correspondre. Donc moi, je veux que ce soit trigger sur le port 80 quand c'est le protocole TCP. Ok. Et du coup, la valeur qui est retournée, c'est une table de port qui contient les statuts. Si je veux savoir à quoi correspond cette table de port, il faut que je retourne tout en haut, normalement. Et en dessous, je devrais voir des exemples. Donc fonction. Alors ici, il ne le montre pas, d'accord. Donc vous voyez que là, la documentation Nmap est assez catastrophique parce qu'ils nous disent, ok, ça nous retourne une valeur de type tableport, mais on ne sait absolument pas à quoi ça ressemble. On n'a aucune valeur par rapport à ça. Donc si on va Nmap NSE port table, par exemple, port state, ok. Donc là, on peut voir que par rapport au script, on a effectivement différents. Donc là, en fait, c'est juste un script. Donc c'est pas du tout ce qu'on cherche, d'accord. Vous voyez que vraiment, autant les tutos sur internet pour utiliser Nmap avec les options par défaut, il y en a pas mal, il y en a une tripotée. Autant quand on commence à rentrer dans la création de scripts, l'élaboration de scripts pour faire des choses en particulier, c'est assez impossible. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tout bêtement, en fait, je me suis basé sur quelque chose qui existait déjà pour récupérer la version. Ici, il ne récupère pas la version, mais j'ai réussi via un exemple, à savoir que en fait, port status, ça contenait un état qui s'appelait state. Alors, je sais plus exactement, hop, c'est pas cette fenêtre-là, c'est celle-ci. Je sais plus exactement comment je m'étais débrouillé. J'avais dû cliquer un peu partout sur les différentes librairies. Alors, attendez, si on cherche Nmap, librairie NSE, documentation, lib Nmap, voilà. On va aller directement dessus. Get interface, ok, bah c'est celle sur laquelle j'étais. Donc on peut voir que, ouais, effectivement, là il n'y a pas beaucoup d'informations. STD, NSE, base peut-être. Si on retourne tout en haut, peut-être qu'ils vont nous afficher des informations supplémentaires, non plus. Donc là vous voyez que même en vous expliquant comment j'ai fait la chose, je n'arrive pas à retomber sur la documentation sur laquelle j'étais tombé au départ. Ça vous montre bien à quel point la documentation est assez catastrophique. Bon bref, en tout cas, hop, ici, j'avais réussi à trouver un moyen de savoir que en fait, ce qui était retourné par getPortState, c'était ça pouvait contenir state. Mais en fait, là, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que je fais? En fait, je retourne vrai si le port existe, donc n'est pas nul, et que l'état du port est ouvert. Donc en gros, port roule à la fin, c'est égal à vrai si c'est le port 80 et qu'il est ouvert. Voilà, donc ça c'est le trigger, c'est la règle. Je veux une règle sur un port, je veux que ce soit le port 80 en TCP et qu'il soit ouvert. Une fois que cette règle est vraie, une fois que cette règle a été créée, je vais exécuter une action dessus. Ok. Donc là, j'utilise action, je recrée une fonction, et qu'est-ce que ça va faire? Donc, je vais créer une variable locale qui s'appelle response,
et qui va être le résultat de http.get. Donc http.get, on va pouvoir aller voir la documentation officielle Nmap, nsedoc. Si je vais sur lib, je veux mon http, hop, http, voilà, je vais dessus, et on peut voir que si je veux faire CTRL F, un get, fonction, je vais aller dessus, hop, voilà, get. Là, ça va nous permettre, donc ça prend un hôte, un port, un chemin, et potentiellement des options. Ok. L'hôte, c'est l'hôte sur lequel on doit se connecter, le port, c'est le port sur lequel on doit se connecter, et le chemin, c'est la requête vers laquelle on doit faire la chose. Et ils nous disent qu'en fait, la méthode get, la fonction get, c'est en fait une sorte de wrapper qui utilise en fait la fonction generic request. Generic request qui est en fait la même chose, sauf qu'ici on peut spécifier une méthode si on veut du get, add ou autre. Donc en fait, le get c'est vraiment un wrapper pour ça. Mais on va l'utiliser de manière assez simple et en fait ça va nous retourner le code source. Donc on récupère la réponse, on fait un http.get l'hôte qu'on a passé en paramètre, le port qu'on a passé en paramètre. Donc ça c'est Nmap qui s'occupe de spécifier ça par rapport à ce qu'il aura scanné. Et on dit qu'on veut accéder à la page Fog Management version.txt. Pourquoi cette page-là? Parce qu'on avait vu juste avant que c'était celle sur laquelle on avait la version. Ok. Ensuite, maintenant je vais récupérer la version. Donc pour ce faire, je vais utiliser le module string. Alors en fait, pourquoi je ne le trouvais pas avant? Parce qu'en fait, string, c'est pas lié à Nmap, c'est lié uniquement en fait à Elua, j'imagine. Donc je vais pouvoir faire un match sur string, donc réponse.body. Ça veut dire qu'au niveau de la réponse de la page version.txt, je récupère le contenu. Donc là, je fais un CTRL U, en fait, je récupère tout ça. Ou même, je vais faire un inspect. Donc en fait, je vais récupérer le code HTML lié à ça, expand all. Voilà, donc je vais récupérer tout ça, une fois que j'aurai un body. Et moi, je vais dire, OK, donc je veux que tu me fasses une regex sur le current version, ici, current version 1.5.10. Donc je veux que tu me récupères cette partie-là. Ensuite, je check. Si la version existe, donc s'il a réussi à la récupérer et qu'elle n'est pas vide, alors U va me supprimer tout ce qui est avant et tu vas me récupérer uniquement la version. Ensuite, donc si c'est pas le cas, ben, j'affiche un message comme quoi impossible de récupérer la version par rapport à ce site. Et ensuite, je vais utiliser output table qui va me permettre de spécifier la version en sortie. Je la return et ce sera affiché dans le résultat Nmap. Donc si on va voir stdnse output table, on va pouvoir aller voir la documentation Nmap par rapport à ça. NSE output table, NSE librairie, ok. Donc si on regarde notre output table, paf, là il nous dit retourne une table, garde les éléments dans l'ordre d'insertion, mais on n'a pas plus d'informations sur comment ça s'utilise. Hop, dommage. Alors comment je l'ai utilisé moi? Parce que je suis reparti également d'une base comme ça, de ce type-là. Alors là, est-ce qu'on a un output table? Output table, non. On n'a pas l'utilisation, mais c'était un script qui récupérait une version, je ne sais plus exactement laquelle. Donc je m'étais basé là-dessus. Vous voyez que dès qu'en fait on cherche un peu de faire documentation, c'est un bordel sinon, parce que là, output table, comment on l'utilise? Aucune idée. Et en fait, si on cherche sur Internet output table, on n'a aucune autre documentation que celle-ci. Il n'y a aucun tuto sur Internet sur comment utiliser ça. Donc vraiment, la seule façon, c'est soit essayer de faire de brute force un peu pour essayer de comprendre comment ça fonctionne par rapport à la documentation, ou bien d'aller voir directement les scripts qui ont été créés, les scripts NSE comme ceci, et essayer de comprendre comment on utilise la chose. Mais c'est vraiment pas optimisé et on perd beaucoup de temps par rapport à ça. Donc, ici, on a ça, ok. On va maintenant pouvoir tenter de lancer notre script. Donc, le script, où est-ce qu'il est si je fais un ls? Il est dans script. Donc, si je fais. Alors, je vais RMIDRA parce que ça, on s'en fout. Si je fais un ls de ce qu'il y a dans script, on peut voir que j'ai mon script qui s'appelle fogproject underscore version.nse. Ok. Maintenant, je vais lancer en spécifiant mon script. Donc, tirer script. Et je veux, dans ./script. Et il s'appelle fog version. Hop, je le spécifie comme ça. Alors, est-ce qu'on met un NSE ou pas? On peut le mettre. Je vais spécifier quand même sur le port 80 pour que ce soit beaucoup plus rapide. On le lance et normalement, ça devrait être assez rapide. On peut voir que effectivement, il m'a bien retourné donc port 80 open. Il a bien lancé le script qui s'appelle fog project version, que j'ai spécifié ici. Et il m'a ressorti la version qui a été extraite. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous montrer malheureusement, mais si jamais
la version était différente, bah, il m'aurait ressorti la version différente parce qu'ici on a fait une regex. Si jamais je tente par exemple de faire le Nmap sur mon 127.0.0.1, donc forcément ça va échouer parce qu'il n'y a pas de port 80 dessus, on peut voir qu'il est fermé et il n'y a aucun, ça n'a pas été trigger parce que la port roule. La règle que j'ai spécifiée, c'est il faut que le port 80 existe, enfin il faut que ce soit match le port 80 et qu'il soit ouvert. Or là il n'est pas open, il est close, donc le script ne s'est pas lancé dessus. Voilà. Je pourrais vous montrer également si on modifie ça, par exemple ici j'enlève version.exe, je mets juste version pour vous montrer que la page n'existe plus. Si je relance ceci, on peut voir que normalement c'est le message d'erreur qui va être affiché, version, can't retrieve the version for this website. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai récupéré le body de ça, j'ai tenté de récupérer la version, donc j'ai fait un match du body avec ça, il ne l'a pas trouvé, donc version est vide et est inexistant, donc en fait il est rentré dans le else et il a affiché ça à la place. Version est égal à ça, on a rajouté le version dans la table, donc quand on l'output, ça nous affiche ça, et en fait la version n'a pas pu être trouvée. Donc, également, si donc je vais retourner en arrière et remettre le point .txt pour que ça refonctionne, en haut, si vous vous souvenez, on avait mis en catégorie default. Donc maintenant, si j'ai même plus besoin, en théorie, de lancer, de préciser le script, juste à faire un SC, et normalement il est censé se lancer. Ici, il n'a pas été trouvé. Pourquoi? Parce que on s'est souvenu que Nmap, il va essayer de voir dans différents répertoires. Alors, je ne sais plus exactement où c'était dans la documentation, mais si on retourne en arrière, NSE librairie, script, script format, je crois que c'était encore avant. Script usage, je crois que c'était ici. Script loading, peut-être, non. Script art, voilà, on peut voir qu'il va voir dans les différents répertoires. Donc si on veut, et apparemment il va voir également dans le répertoire courant. Donc, à tester, mais si on move le NSE dans le répertoire courant dans lequel on lance, pourquoi? Ah oui, non, c'est pas là, c'est move fog ici. Hop, voilà. Si maintenant je relance mon SC, est-ce qu'il va le trouver parce que c'est dans le répertoire courant? Non plus. Donc, soit il faut préciser le répertoire, soit on va faire un CP de fog. Donc, on va copier notre script et on va le mettre dans user share nmap script. Donc là, je copie là-dedans. Et maintenant, si je lance mon -sc, en théorie, il est censé être exécuté. Toujours pas. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, attendez. ls de ça. Si on va chercher notre fog dans les F tout en haut, sinon je débuggerai en fog project. Peut-être que il n'a pas les bons droits dessus. ls-là. Non. Alors, attendez. Hop, comme quoi les aléas du direct hein, aussi. Share nmap script. Non, tout est en route, donc en théorie c'est censé aussi fonctionner. Alors je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Je débug et je vous retrouve une fois que j'aurai réussi à faire fonctionner le truc. Et me revoilà, j'ai réussi à le faire fonctionner. Donc on peut voir que maintenant j'ai lancé un nmap 192.168.2.3 le -sc et on peut voir que effectivement donc le HTTP title est lancé classique, mais il y a aussi notre fog project version qui est également lancée par défaut. Alors comment j'ai fait? En fait, en cherchant un peu, si on va ici, on peut voir que au niveau des répertoires, si on va voir un petit peu ce qui se passe par là, que pour une meilleure efficacité, en fait, les scripts sont indexés dans une base de données qui est stockée dans script.db. Donc en fait, si on va voir à quoi correspond cette base de données, en faisant un anneau, on va voir que dedans, vous voyez, il y a une liste de plein de scripts, en fait, de tous les scripts de base qui sont répertoriés, donc entry, donc le nom du fichier, machin.nse, et les catégories dans lesquelles elles sont utilisées. Donc moi, j'ai rajouté le mien tout en haut, Fog Project, j'ai rajouté default version et safe. Et en fait, maintenant, quand je lance le SC, comme c'est dans la base de données et qui va, pour des questions de rapidité, directement voir là-dedans, eh ben, il va l'exécuter. Si on va voir un peu plus ici sur la documentation qui nous, hop, par rapport aux données ici, on pouvait soit spécifier le data dir, soit une variable d'environnement nmap dir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, il nous disait que
effectivement, en fait, Nmap ne va pas directement chercher des fichiers qui sont dans le répertoire courant avec le point, parce que pour des questions de sécurité, il ne faut pas que ce soit dans la variable d'environnement path. Donc vous voyez que, en fait, si on veut ajouter notre propre script, soit on le rajoute manuellement en faisant un tiret, enfin on l'utilise manuellement en faisant un tiret script et on l'appelle, soit si on veut faire le -c, il va falloir l'ajouter, l'indexer dans la base de données qui est située dans alors, attends, le nano, il est où le nano, qui est spécifié dans user share and script db. Voilà. Donc voici, c'était l'exemple en fait de l'utilisation et de la création surtout d'un script Nmap. Vous voyez que bon, c'est un peu laborieux, le code n'est pas non plus extrêmement compliqué, c'est du LUA, on peut voir que bon, je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus court, mais en une cinquantaine de lignes de code, j'ai réussi quand même à faire un script qui permet de récupérer une version d'un CMS. Je pense que la vidéo a duré assez longtemps, je ne vais pas continuer très longtemps, j'en profite pour faire ma petite pub pour vous parler également. J'avais fait une vidéo à l'époque qui n'avait pas beaucoup fonctionné, qui parlait, si on va sur YouTube, je peux fermer tout ça, paf paf paf, hop, qui parlait de l'optimisation de Nmap. En fait, j'avais fait une vidéo de 20 minutes, je crois à peu près, voilà, 19 minutes, qui expliquait comment j'avais fait pour optimiser Nmap pour l'utilisation. Et donc, vous pourrez aller voir dans la description, normalement, il y a directement un lien même vers les ressources que j'avais utilisées et même mon GitHub. Donc, si on retourne rapidement sur mon GitHub, en fait, j'avais créé un script bash qui, en fait, utilise Nmap, mais de manière optimisée. C'est-à-dire qu'en fait, on va d'abord faire un tout premier passage avec Nmap, sans faire de port vraiment poussé, enfin de scan vraiment poussé, uniquement pour vérifier les ports TCP qui sont ouverts. Et une fois qu'ils sont ouverts, on fait une deuxième passe, mais uniquement sur ceux qui ont été détectés comme étant ouverts, pour exécuter dessus des scripts, enfin soit le petit s grand C, soit le petit s grand V. Et du coup, en fait, c'est un gain de temps considérable parce qu'on ne va pas faire un scan de -SV sur tous les ports dès le début. On va d'abord faire un scan très rapide, mais juste pour voir lesquels sont ouverts. Et ensuite, sur ceux qui sont ouverts, on va refaire un autre scan un peu plus poussé. Donc voilà, je vous explique tout dans la vidéo de 19 minutes. Je la mettrai également dans la description. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, ça fait toujours plaisir. Et j'avais eu, donc il y a quelques jours de ça, voilà, il y a 2 jours au moment où je tourne cette vidéo, il y a une personne qui a posé une très bonne question et qui avait dit que est-ce que l'usage de RustScan pour énumérer au début les adresses IP n'est pas préférable aujourd'hui? Alors effectivement, donc je lui avais répondu et puis on avait échangé par rapport à ça. En fait, RustScan, c'est un outil, donc, comme son nom l'indique, en Rust, qui va faire à peu près la même chose que Nmap, mais en fait c'est extrêmement rapide. Et ce qu'il va faire, c'est que il va pas aller chercher des options, enfin les options sont assez classiques, on va pas faire grand chose, il va juste lancer, enfin énumérer les ports qui sont ouverts, voilà. C'est juste de la prendre comme ça, et il va pas lancer de script dessus, et il va pas lancer, on va pas pouvoir connaître la version du service qui est derrière. Mais derrière, on va pouvoir utiliser des options de Nmap, donc en faisant un -a. Est-ce qu'il donne des exemples ici? Non, il n'y a rien qui est affiché. Au niveau des usages, tout ça, c'est pas pratique. Si on va voir le wiki, RustScan. Ouais, bon, bref. Je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. En fait, si je lance un RustScan, pardon, -a sur 192.168.2.3, dessus, vous voyez qu'il me sort tous ceux qui sont ouverts. Donc c'est très rapide. Mais moi, par exemple, si je veux que sur le port 80, hop, il va me trouver qu'il est ouvert. Voilà, bidule, ok. Il lance le truc par défaut. Mais on peut exécuter des scripts supplémentaires. Si je fais -, et qu'après, par exemple, je fais un -sv, là, en fait, ça va dire que, ok, le rescan, tu me le lances sur le port 80 de 192.168, machin, et une fois que tu l'as lancé, tu m'exécutes la commande nmap qui fait le -sv. On peut voir qu'en fait, ça lance nmap www-p, le port qui a été défini, l'ip et le -sv. Donc en fait, c'est un petit peu comme ce que j'avais fait uniquement avec mon Nmap optimisé. RustScan en fait va faire un scan lui par défaut uniquement pour détecter les ports ouverts, et ensuite derrière nous on peut spécifier des commandes Nmap
qui vont nous permettre d'utiliser par la suite des options spécifiques à Nmap sur ces ports qui ont été détectés et ouverts avant. On va voir qu'il y a beaucoup de sorties, machin bidule. Apache, voilà, ok, il nous sort des infos, mais il fait le -VV, là c'est plein d'infos qu'on ne veut pas avoir. Donc, est-ce que Ruscan, ça pourrait être une vidéo, hein, est-ce que Ruscan est ultra opti? Je pense que pour faire des trucs comme ça classiques, il est très rapide, parce que c'est du Rust. Mais après, pour aller un peu plus en profondeur, est-ce que c'est vraiment pratique? Je sais pas trop. Bon, après, j'imagine que c'est en fonction des préférences et des envies de chacun. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir vos retours et de vous lire. J'en profite un dernier moment pour retourner sur la documentation Nmapdoc. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à aller faire vos recherches par vous-même et à aller voir la documentation complète si vous voulez rentrer en détail sur l'utilisation de Nmap et savoir vous en servir. Là, on est au chapitre 15, référence guide. Mais en fait, nous, on ne veut pas la référence guide. On veut juste la documentation officielle. Alors attendez. C'est où déjà? Je sais plus où c'est. Parce que là, ouais, là c'est référence guide. Book. Nous, on veut pas le book. Nous, on veut pas le man. On veut le book entier. Bon. Bah, bonne chance pour retrouver. En tout cas, ce sera dans les commentaires. La vidéo s'arrête là. Je pense qu'elle a déjà été assez longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.